Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les faits marquants de l'actualité internationale. Taïwan espère un allègement des nouveaux tarifs douaniers américains. Ottawa déplore la hausse des droits de douane américains sur les produits canadiens. Au Mali, Moussa Mara de nouveau interrogé, aucune charge retenue contre lui. À Gaza, les largages d'aide humanitaire se poursuivent malgré les risques élevés pour les civils. Et pour conclure, le Parlement salvadorien étudie une réforme visant à permettre la réélection illimitée du président. Le Taïwan espère un allègement des nouveaux tarifs douaniers américains. Le président taïwanais Lai Ching-te a indiqué vendredi que le nouveau tarif douanier de 20% imposé par les États-Unis sur les importations taïwanaises est une mesure temporaire et que son gouvernement entend négocier un taux plus avantageux. Cette mesure fait suite à un décret du président Donald Trump qui prévoit des droits de douane allant de 10 à 41% sur les produits de plusieurs partenaires commerciaux. Taïwan a été frappé d'un taux de 20% inférieur aux 32% initialement envisagés, mais supérieur à ceux accordés à des alliés comme le Japon, la Corée du Sud et l'Union européenne. L'administration taïwanaise souhaite que les produits technologiques stratégiques, notamment les semi-conducteurs, fassent l'objet de dispositions tarifaires spécifiques, encore en discussion avec les autorités américaines. Ces produits sont soumis à une enquête de sécurité nationale américaine en vertu de l'article 232 de la loi sur l'expansion du commerce. Les résultats sont attendus dans 2 semaines selon le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick. Selon des experts, ces futurs tarifs sur les semi-conducteurs pourraient être plus élevés que ceux déjà annoncés. L'objectif de Washington étant d'encourager la relocalisation industrielle sur le sol américain. Taïwan, dont le déficit commercial avec les États-Unis a atteint 74 milliards de dollars l'an dernier, exporte principalement des produits électroniques et des composants technologiques. Toutefois, seul un quart de ces exportations vers les États-Unis serait directement concerné par ce tarif de 20% selon Yunta Security. Le ministère taïwanais des Affaires économiques a précisé que des secteurs comme les machines et les plastiques seraient les plus touchés. Il a également noté que de nombreuses entreprises taïwanaises produisent désormais en Asie du Sud-Est ou au Mexique, échappant ainsi aux tarifs américains visant directement le Taïwan. Le sujet est d'autant plus sensible que Taïwan est un acteur clé de l'industrie mondiale des puces électroniques. Le géant TSMC, principal fabricant mondial de semi-conducteurs sous contrat, fournisseur d'Apple et de Nvidia, a récemment annoncé un investissement de 100 milliards de dollars aux États-Unis, en plus de ses projets d'usine en Arizona. Alors que les relations diplomatiques formelles entre Taïwan et Washington restent inexistantes, les liens économiques et stratégiques entre les deux pays se renforcent. Le président Lai considère ces négociations tarifaires comme une opportunité d'approfondir la coopération bilatérale, notamment dans les secteurs de la défense et de la technologie. Taïwan espère un allègement des tarifs américains, tandis que le Canada déplore leur hausse, témoignant des tensions commerciales grandissantes avec les États-Unis. Ottawa déplore la hausse des droits de douane américaines sur les produits canadiens. Le premier ministre canadien Mark Carney s'est déclaré déçu par la décision du président américain Donald Trump d'augmenter de 25% à 35% les droits de douane sur certains produits canadiens exclus de l'accord États-Unis-Mexique-Canada. Selon Washington, cette mesure s'explique en partie parce qu'elle qualifie d'échec du Canada à enrayer la contrebande de fentanyl vers les États-Unis. Pourtant, Ottawa souligne que le Canada ne représente qu'environ 1% des importations américaines de cette substance et qu'il mène des efforts importants pour réduire ce flux. Les nouvelles taxes toucheront principalement des secteurs clés comme le bois d'œuvre, l'acier, l'aluminium et l'industrie automobile, a précisé Carney dans une publication sur X.
Il a promis que son gouvernement prendrait des mesures pour protéger les emplois canadiens, soutenir la production locale, renforcer la compétitivité industrielle et diversifier les débouchés commerciaux du pays. Cette annonce s'inscrit dans un contexte de tensions commerciales accrues entre les deux pays, alors que Donald Trump poursuit une stratégie tarifaire agressive depuis son retour à la Maison-Blanche. Pendant que le Canada fait face à des tensions commerciales avec les États-Unis au Mali, Moussa Mara continue de défier la justice dans un climat politique tendu. Moussa Mara de nouveau interrogé, aucune charge retenue contre lui. L'ancien premier ministre malien Moussa Mara a de nouveau été convoqué par la justice ce jeudi 31 juillet, cette fois par le pôle judiciaire spécialisé de la cybercriminalité à Bamako. Après plus de 7 heures d'interrogatoire, il est reparti sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui, selon des informations recueillies auprès de son entourage. Il s'agit de la deuxième convocation en 2 semaines pour Moussa Mara, qui avait déjà été entendu par un autre tribunal à Bamako à propos d'un message publié sur les réseaux sociaux. Dans ce message, il appelait à se battre par tous les moyens pour que le soleil succède à la nuit, une formule interprétée comme une critique implicite des autorités de la transition. Comme lors de la première audition, aucune poursuite judiciaire n'a été engagée et Moussa Mara n'a pas été présenté au procureur. Son entourage précise qu'il reste à disposition de la justice, bien qu'il n'ait reçu aucune nouvelle convocation. Le 21 juillet, quelques jours après sa première audition, Moussa Mara avait été empêché de quitter le territoire à l'aéroport sans décision officielle ni justification légale. Son avocat avait alors dénoncé une atteinte à ses droits fondamentaux. Moussa Mara est l'une des rares figures critiques encore présentes au Mali depuis le début de la transition. Il s'exprime régulièrement sur la situation politique du pays, notamment sur les réseaux sociaux, dans un contexte de restriction croissante de la liberté d'expression. Le procureur du pôle anti-cybercriminalité n'a pas donné suite aux sollicitations de la presse. Alors que le Mali traverse une crise politique marquée par l'interpellation de Moussa Mara, la situation humanitaire reste critique à Gaza, où les largages d'aide aérienne tentent de pallier les difficultés d'acheminement. La France prévoit de larguer 40 tonnes d'aide humanitaire au-dessus de la bande de Gaza ce vendredi 1er août. D'autres pays comme l'Allemagne en coordination avec la Jordanie ainsi que la Belgique, le Royaume-Uni et l'Espagne s'apprêtent également à contribuer par des opérations similaires dans les jours à venir. Un avion militaire français effectuera 4 rotations depuis la Jordanie pour parachuter des denrées non périssables. Toutefois, ce mode de distribution est fortement critiqué par de nombreuses ONG qui dénoncent une méthode coûteuse, imprécise et dangereuse. En l'absence de coordination au sol, certains colis atterrissent en mer ou dans des zones peu accessibles, provoquant parfois des blessures ou des décès. Le ministère français des Armées admet que ces opérations comportent des risques, mais souligne qu'elles sont actuellement la seule solution possible pour acheminer une aide urgente. Israël bloquant l'entrée terrestre de 50 tonnes de frais humanitaires prêtes à être livrés. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a appelé le 29 juillet à la réouverture des accès terrestres vers Gaza, estimant qu'il est indispensable de permettre l'acheminement par la route pour soulager les souffrances extrêmes des civils. D'après le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, au moins 1373 Palestiniens ont été tués depuis le 27 mai alors qu'ils tentaient de se procurer de la nourriture. L'organisation affirme que la majorité de ces morts sont faits de l'armée israélienne. Pour des ONG comme Action contre la faim, ces largages sont perçus comme une mesure de dernier recours, voire comme une opération de communication. Le risque de mouvements de foule et la difficulté d'accès équitable à l'aide posent de sérieux problèmes. Les personnes vulnérables, enfants, femmes, personnes âgées ou handicapées sont souvent exclues. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU insiste sur la nécessité d'un cessez-le-feu
pour permettre un acheminement plus sûr et plus massif de l'aide par voie terrestre, jugée plus efficace et plus humaine que les parachutages. Tandis que la crise humanitaire à Gaza suscite de vives inquiétudes internationales, le Salvador, lui, s'engage dans une profonde transformation politique avec la réforme constitutionnelle de Nayib Bukele. Le Parlement du Salvador, largement dominé par les partisans du président Nayib Bukele, a entamé le jeudi 31 juillet 2025 l'examen d'un projet de réforme constitutionnelle visant à supprimer la limite du nombre de mandats présidentiels. Ce texte prévoit également d'étendre la durée de mandat de 4 à 6 ans. La réforme est examinée dans le cadre d'une procédure législative accélérée. Elle pourrait, si elle est adoptée, ouvrir la voie à une réélection indéfinie du chef de l'État, une mesure qui suscite déjà des inquiétudes au sein de la société civile et de la communauté internationale. Depuis son arrivée au pouvoir en 2019, Nayib Bukele a renforcé son influence sur les institutions du pays, notamment après les élections législatives de 2021 qui ont donné à son parti Nouvelle Idée une majorité absolue au Parlement. En 2021, la Cour constitutionnelle, également sous son contrôle, avait déjà autorisé le président à briguer un second mandat consécutif malgré l'interdiction initiale contenue dans la Constitution. Selon ses détracteurs, cette nouvelle réforme constitutionnelle marque une étape supplémentaire dans la concentration du pouvoir entre les mains de Nayib Bukele, dont le style de gouvernance est régulièrement qualifié d'autoritaire. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Retrouvez l'ensemble de nos éditions sur nos plateformes. Très bonne soirée à toutes et à tous.